Bonjour YouTube. Dans ce nouveau format qui s'appelle Des racines et des langues, nous allons parler de langues très anciennes, très anciennes, si anciennes que leur ancêtre commun, le proto-indo-européen, qui sera au centre de ce format, est une langue dont on n'a aucune trace écrite et dont nous n'avons aucun témoignage direct. Et oui, parce que le proto-indo-européen, que l'on appelle aussi tout simplement indo-européen, est une langue reconstruite à partir d'autres langues et dont la reconstruction n'a été possible que grâce à un domaine de la linguistique particulier, la linguistique comparée. Dans les autres épisodes et dans les autres formats, nous avons souvent parlé d'étymologie, et je pense que maintenant ça n'a plus de secret pour vous, les langues évoluent. Cela doit désormais être clair pour vous que le latin a par exemple donné le français, l'italien ou l'espagnol, qu'avant le grec il y avait le grec ancien, qu'avant l'anglais il y avait le vieil anglais. Et c'est une bonne base. Et pour encore beaucoup d'entre vous, j'imagine que c'est assez diffus, c'est quelque chose que vous savez, mais il reste encore une grande part de mystère autour de cela. Et oui, par exemple on dit que le français vient du latin. Certes. Le latin, il vient d'où? Ah oui, si les langues évoluent, si le français vient du latin, le latin il doit bien venir de quelque part. Idem pour le grec ancien, pour le gaulois ou même pour l'anglais. Il se trouve justement que ces langues sont liées. De façon, certes, plus ou moins lointaine. Elles font en effet partie de la même famille linguistique, et cette famille s'appelle tout simplement la famille indo-européenne. Ainsi, il est plus ou moins établi que le gaulois, le latin, le grec ancien ou encore le vieil anglais sont des langues indo-européennes. En réalité, la plupart des langues d'Europe d'aujourd'hui sont des langues indo-européennes, mais beaucoup de langues du Moyen-Orient le sont aussi, comme les langues de l'Inde du Nord. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle ces langues indo-européennes. Là, vous vous demandez sûrement si depuis le début de la vidéo je ne chercherai pas à vous embrouiller. En effet, je viens de dire que le gaulois, le grec ancien ou le vieil anglais sont des langues indo-européennes. Pourtant, plus ou moins admis que le gaulois est une langue celtique, que le grec est une langue hellénique et que le vieil anglais est une langue germanique. Alors, qui a raison? En réalité, si l'indo-européen est une famille de langues, il existe également des sous-familles, qui sont au nombre de 9 ou 10 selon la façon de laquelle on compte. Essayons ensemble de voir quelles sont justement ces sous-familles, sans bien évidemment donner trop de détails, puisqu'en principe elles auront chacune une vidéo dédiée. Tout d'abord, les langues celtiques. Les langues celtiques couvrent autrefois un vaste territoire, puisqu'on a même parlé celte en Turquie. Aujourd'hui, les langues celtiques sont surtout parlées dans les îles britanniques, notamment en Irlande où l'on parle le gaélique irlandais, mais aussi au Pays de Galles où l'on parle le gallois, en Bretagne où l'on parle le breton, et même en Écosse où l'on parle le gaélique écossais. Comme énoncé auparavant, le gaulois est effectivement une langue celtique, mais c'est une langue qui n'est plus parlée, et contrairement à une idée reçue, ce n'est absolument pas l'ancêtre du breton. Ensuite, nous avons effectivement les langues germaniques. Famille de langues auxquelles appartiennent les langues scandinaves, comme le suédois, le norvégien, le danois ou l'islandais. L'allemand et le néerlandais font bien évidemment également partie de ce groupe, tout comme l'anglais. À l'origine, les langues germaniques sont issues de l'Europe du Nord et de l'Europe centrale, et elles sont aujourd'hui parlées sur tous les continents du fait de la colonisation. Notez que si aujourd'hui on ne parle plus de langue germanique en Europe de l'Est, ça a pourtant longtemps été le cas, comme notamment l'allemand ou le yiddish. Le troisième groupe duquel nous allons parler, le groupe des langues slaves, auquel on ajoute le plus souvent un deuxième groupe, le groupe des langues baltes, puisqu'on considère en fait que ces deux groupes ne sont issus que d'un seul, on parle alors de langue balto-slave. Ce groupe comporte alors aussi bien le russe, le croate, le serbe, le polonais, le tchèque, le slovaque, le bulgare, que le lituanien et le letton. Les langues balto-slaves sont surtout parlées en Europe de l'Est, région de laquelle elles sont originaires, mais également dans les Balkans et bien évidemment en Asie du fait de la colonisation russe de la Sibérie et de l'Asie centrale. Ensuite, nous avons les langues albanaises, dont le plus grand représentant est bien évidemment l'albanais lui-même. Il est aujourd'hui surtout parlé en Albanie, au Kosovo et au Monténégro, où il est langue officielle, mais on trouve également d'importantes communautés en Grèce et en Italie. A savoir que l'albanais se divise traditionnellement entre le gheg, parlé au nord, et le tosk, parlé au sud. Ensuite, nous avons les langues arméniennes que l'on divise entre l'arménien oriental et l'arménien occidental, tous les deux étant issus du vieil arménien. L'arménien oriental, qui sert de standard, est de loin le plus parlé, tout d'abord bien évidemment en Arménie, où il est la langue officielle, mais aussi en Russie, en Géorgie, en Iran et en Azerbaïdjan. L'arménien occidental est quant à lui la langue de la diaspora, parlée par les communautés arméniennes de Turquie, du Liban, de Syrie, mais aussi des États-Unis, où beaucoup ont immigré de l'Empire ottoman suite au génocide. Autrefois, l'arménien couvrait beaucoup plus de territoire en Asie mineure et dans le sud du Caucase qu'aujourd'hui. Le septième groupe est le groupe des langues helléniques. Si on exclut les langues presque disparues et les dialectes mineurs, la seule langue hellénique encore parlée aujourd'hui est le grec, qui est d'ailleurs la langue officielle de Grèce et de Chypre. Jusqu'à très récemment, le grec était largement parlé sur le littoral turc. C'est également une langue qui a autrefois été parlée sur tout le pourtour méditerranéen et de la mer Noire. Le grec est également parlé dans les diasporas, notamment en Allemagne, en Italie ou dans les Balkans. Parmi les langues helléniques aujourd'hui disparues, on trouve le mycénien, le phrygien, l'achéen, le dorien ou encore l'éolien. Parlons d'un groupe désormais que l'on connaît bien, le groupe des langues italiques. Les langues romanes comme le français, l'espagnol, le roumain, l'italien ou le portugais font partie de ce groupe. Et d'ailleurs, de toutes les langues italiques, les langues romanes sont les seules à être encore parlées aujourd'hui, descendant alors toutes du latin.
Sachez cependant que dans l'Antiquité, avant que Rome ne conquiert toute la Méditerranée, de nombreuses autres langues italiques étaient alors parlées. On avait par exemple le phallisque, l'osque, l'ombrien, le sud-picène, le nord-picène, le vénète et j'en passe. Toutes ces langues ont ensuite été englobées par le latin, originaire de Rome. Aujourd'hui, les langues italiques sont donc parlées en Europe de l'Ouest, du Sud et en Roumanie, mais aussi dans les anciens empires coloniaux français, espagnols et portugais, soit finalement sur tous les continents. Maintenant, quelque chose qui va peut-être plus vous surprendre. Les langues iraniennes forment également une sous-famille des langues indo-européennes. Le perse est une langue indo-européenne, le kurde est une langue indo-européenne, idem pour le baloutche et le pachtoun. Les langues iraniennes sont donc majoritairement parlées au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Iran, en Irak, en Turquie, en Afghanistan, au Pakistan et au Tadjikistan. J'en profite quand même pour noter quelque chose de très important. Une petite parenthèse, les talibans ne sont pas arabes et ils ne parlent pas arabe. En fait, ils parlent même des langues indo-européennes. Notons quand même que la langue sacrée des Zoroastriens, l'avestique, fait également partie de ce groupe. Les langues iraniennes sont souvent associées à une autre sous-famille, la sous-famille des langues indo-aryennes, qui regroupe l'hindi, l'ourdou, le bengali, le marathi, le punjabi, le népali, ainsi que quelques autres langues d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, des Maldives ou du Sri Lanka. La langue classique indo-aryenne la plus connue est le sanskrit, langue dans laquelle les textes religieux hindous mais aussi bouddhistes sont écrits. Le sanskrit, si vous ne savez pas trop ce que c'est, en fait c'est un peu le latin de l'Inde. Et n'oublions pas également que le romani, la langue des tziganes, fait partie de ce groupe. Finalement, il nous reste deux familles de langues éteintes. La première regroupe les langues anatoliennes, parlées en Anatolie jusqu'au 11 ou 12e siècle avant notre ère, et la seconde regroupe les langues tokhariennes, parlées autrefois dans le bassin du Tarim, c'est-à-dire en Chine actuelle, et ce jusqu'au 9e siècle après Jésus-Christ. Bien évidemment, à tous ces groupes s'ajoutent les langues indo-européennes desquelles nous n'aurons pas de traces, et desquelles nous n'aurons peut-être d'ailleurs jamais de traces. Sinon, comme vous vous en doutez, les langues indo-européennes sont plus ou moins répandues dans le monde. En fait, c'est carrément la famille de langues la plus répandue. Rien que dans la liste des 10 langues les plus parlées au monde, en ne prenant que les locuteurs natifs, on trouve 7 langues indo-européennes. L'espagnol, l'anglais, le bengali, l'hindi, le portugais, le russe, le français. Au total, elle regroupe à elle seule presque 2 milliards de personnes. Si on prend le nombre total de locuteurs, c'est-à-dire que l'on ajoute à cela ceux qui parlent ces langues sans que ce soit pour autant leur langue maternelle, on dépasse les 3 milliards. Si on rajoute maintenant l'allemand, l'ourdou et l'italien, on dépasse les 3 milliards et demi. En prenant 10 langues indo-européennes, juste 10 langues indo-européennes, sur les 6000 langues parlées dans le monde, on arrive à regrouper la moitié de la population terrestre. Voilà, maintenant vous savez plus ou moins quelles sont les langues indo-européennes. Et une question subsiste alors, sûrement, pour vous, et pour moi d'ailleurs, et pour beaucoup de gens, mais d'où viennent les indo-européens? Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est fini, c'était le premier épisode des Racines et des langues, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va beaucoup plus s'axer donc sur les langues indo-européennes et sur l'histoire des langues, et sur peut-être ce qu'il y avait à l'origine. C'est donc vraiment à la frontière entre l'histoire et la langue, et aussi l'archéologie, et ça j'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Sinon, vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez également tiper, c'est-à-dire contribuer au développement de la chaîne. Vous pouvez vous abonner pour accéder à toutes les actualités, vous pouvez bien évidemment retrouver mes autres vidéos, puisque j'en ai fait plein d'autres avant si vous ne le savez pas, que ce soit sur les expressions françaises, que ce soit sur la linguistique d'une manière générale, ou que ce soit des questions toutes bêtes, comme est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine ? Ou est-ce qu'on dit autant pour moi, ou autant pour moi, ou plutôt est-ce qu'on écrit? Et tout ça vous le savez déjà, puisque vous me suivez depuis le début. En attendant, j'espère que ce changement de cadre vous aura plu, et je vous dis au revoir.